Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 27 août 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. Mais avant, je voulais vous remercier parce que je trouve que j'ai beaucoup de commentaires qui m'encouragent et je trouve ça très sympa. Donc je tenais juste à vous remercier. Il faut savoir que c'est pas mon travail, j'ai un travail et ça je le fais en plus. C'est vrai que ça prend un peu de temps. C'est pour ça que vous voyez c'est un petit peu, moi souvent c'est un peu le boxon, il n'y a pas un beau générique, je ne prépare pas les sujets, je regarde les articles et ensuite c'est du freestyle, je les fais directement. Mais je préfère faire comme ça, c'est comme si on était dans un café et on discutait ensemble. Donc on va parler aujourd'hui de l'actu générale, du XRP, de Telcoin, de Aesthetics et pour terminer de Spatian. On va commencer par l'actu générale. Et on a des pirates anti-israéliens qui ont publié une grande quantité de données classifiées. Alors, ils ont fait plusieurs hacks, hein, et ce qui est intéressant de voir, c'est que beaucoup de ces hacks, de ces données, ont été divulgués sur des plateformes telles que Telegram. Voilà, donc ça c'est assez intéressant de le souligner en sachant que le PDG a été arrêté. On continue. La Russie est prête à commencer les essais de paiement de crypto exchange. Le Parlement a adopté en juillet des projets de loi légalisant l'exploitation minière de la crypto-monnaie. Les échanges de crypto peuvent commencer l'année prochaine si les essais sont réussis. Donc ils essayent d'accélérer les choses. Au niveau des BRICS, on voit que maintenant les paiements en yuan chinois surpassent le dollar de 2,5%. Les Houthis ont vaincu l'US Navy. Alors il faut savoir que les Houthis continuent, là ils ont défoncé un pétrolier et je pense personnellement que eux ont vraiment un gros pouvoir par rapport à l'Occident parce que ça leur fait vraiment mal au niveau des coûts parce qu'il va falloir qu'ils fassent en fait un détour complètement pour pouvoir faire du commerce l'Occident et franchement ça fait vraiment mal et c'est pour ça que ça va y avoir beaucoup d'inflation aussi et comme j'avais déjà dit, je rappelle que là-bas il y a tous les câbles sous-marins internet. On continue, le patron de Rumble a quitté l'Europe après l'arrestation du PDG de Telegram. Donc en fait, ça montre un petit peu à quel point en est réduit l'Europe et les gens fuient. Normalement, on dit que généralement c'est chez les anciens pays communistes que tout le monde fuyait. On dirait que ça s'inverse et que c'est maintenant dans l'autre sens, puisque en tout cas ils clament qu'il n'y a pas de liberté d'expression. On continue, on a 159 pays qui signent le système de règlement des BRICS contournant SWIFT. 159 pays, ça fait vraiment très très mal. Comme vous le savez, il y a eu la réunion il y a très peu de temps pour les taux. Je vais juste vous montrer, on est là sur le rendement, le year bond yield, c'est-à-dire sur 10 ans. Et on va aller sur 6 mois. Donc on va regarder le graphique, regardez à partir du 23 juillet, les rendements descendent. Donc en fait, ils vous disent qu'ils vont réduire les taux, mais je peux vous dire qu'ils magouillent déjà et ils le font déjà par d'autres biais, comme vous pouvez le voir. Le rendement, lui, il est déjà en train de complètement chuter. Il était à 4,2 en juillet et en juin, il était à 4,5. Voilà, on va commencer par parler maintenant du XRP. On est à 12 183 456. Ça se maintient, mais c'est bien, c'est quand même en progression. Magnetics, alors Magnetics,
il y a une nouvelle fonctionnalité sur Magnetic. Je vous rappelle, c'est un pool où vous pouvez, sur le XRP Ledger, où vous pouvez avoir des AMM. Et maintenant, on a la fonctionnalité où on peut voir tous les tokens et voir, on va par exemple cliquer sur XGO, par exemple. Et là, vous avez toutes les fonctionnalités. On peut tout voir, le prix, la TVL, le volume, pardon, les changes et voir aussi les fluctuations du prix sur le mois, sur la semaine, etc. Donc c'est une fonctionnalité en plus assez intéressante. On voit bien sûr aussi les transactions. Voilà. Alors je vous rappelle que j'ai en lien en bas de la vidéo, si jamais vous voulez gagner du magnétique que vous pouvez ensuite transformer en XRP ou autre chaque jour grâce au AMM. Alors, on va essayer de le traduire. On ne peut pas le traduire. Alors, seulement le Bitcoin est sécurisé. MyScazer qui nous dit de sortir du XRP et du Cardano. Alors, il faut savoir que c'est le conseiller Bitcoin du président du Salvador. Alors, moi, ce qui me dérange un peu, c'est, je vais lui montrer tout de suite que, c'est pas le cas. Bitcoin n'est pas sécurisé. Vous voyez Darkskippy, je vais vous montrer après ce que c'est que Darkskippy. C'est une méthode où on peut voler les bitcoins dans carrément vos wallets privés. Et on va aller regarder ça tout de suite. Darkskippy est une méthode puissante pour un dispositif de signature malveillant, fuite des clés secrètes. Alors il faut savoir que en fait, quand vous vous faites avoir, si jamais votre firmware sur votre wallet privé, cold wallet, n'est pas le bon. Et on va juste regarder cette petite vidéo qui va nous mettre la démonstration. Darkskippy is a powerful new method for a malicious signing device to leak its secret. Alors, je vais voir si je peux le traduire. Peut-être pas sûr. Hop. Keys. In this demonstration, our signing device has been corrupted, having malicious firmware swapped in to the SD card slot. Now, the user, who doesn't know their device has malicious firmware, is going to load in their seed phrase and sign a Bitcoin transaction. They believe they are safe because they are signing air-gapped, with their device not connected to a computer and only connected to power. After loading in our seed words, it's time to make a Bitcoin transaction in our Bitcoin wallet. Opening. Donc là, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que en fait, il y a un faux firmware et que du coup, on pense qu'on est en sécurité, mais malheureusement, non. Donc, on va continuer. Up our Bitcoin wallet, we're going to send some Bitcoin to ourselves. For the attack to work, all Darkskippy requires is that we sign a 2-input Bitcoin transaction. Finalizing the transaction for signing, we load the partially signed Bitcoin transaction into our malicious hardware wallet for signing. We sign the transaction, and we load the signed transaction back into our Bitcoin wallet. Now we can broadcast our transaction. Everything looks normal as usual. Let's take a look at what the attacker sees. The attacker is watching the mempool for incoming transactions, checking each one for a particular watermark. Once it spots our transaction, the attack begins, running an algorithm similar to Pollard's kangaroo algorithm to try and invert the low entropy nonces. After some time, we crack the first nonce. And
after some time more, we crack the second nonce. And boom, we've exfiltrated the entire 12-word seed phrase in just a single transaction, using the Bitcoin blockchain as the communication channel. As the attacker, we can now sit on these seed words and steal the funds whenever we decide is best. Dark Skippy is covert, hard to detect, and even works on stateless signing devices. Check out darkskippy.com, where we try to answer all your questions and provide it. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des failles. Alors, ça peut être pas forcément que sur la blockchain Bitcoin. Ça ne veut pas dire que votre wallet n'est pas sécure, c'est juste le firmware qui est en fait, si vous téléchargez un faux, eh bien c'est là que vous l'avez tout simplement dans l'os. Mais par contre, du coup, ça met un peu en péril déjà son article. On continue. On a Ripple qui célèbre une autre perte de la SEC. Alors c'est juste qu'en fait, il y a peu de temps, la SEC a fait un procès contre Kraken. Et en fait, à la fin du procès, on s'est aperçu qu'il n'y a pas de... dans l'affaire Kraken, on confirme qu'il n'y a pas de sécurité d'actifs cryptographiques. Parce que si ça avait été le cas, ça aurait pu mettre à mal à ce moment-là pour le XRP. Donc encore une bonne nouvelle. Ici, on a un article qui est assez intéressant. En fait, on fait un peu une comparaison. Vous voyez là, c'est le CEO de Digital Transformation, Digital Banking. Et en fait, il fait tout simplement un comparatif entre entre Ripple et Swift. Alors quand je dis Ripple, moi je dirais le XRP Ledger. Et on va regarder un petit peu, on va juste aller regarder le résumé. Là, c'est les notes. On voit en technologie Swift à 7, Ripple à 9. Franchement, soit je mettrais moins un Swift, mais je pense qu'il y a une différence plus importante. Mais bon, bref. Transaction speed 5, Ripple 9. Là, c'est tellement évident. Le coût 6 pour Swift, 8 pour Ripple. Là, je comprends pas. Je comprends pas. Le coût, je comprends pas parce que normalement, c'est largement moins, donc je comprends pas pourquoi il n'y a que 2, mais bon, en tout cas c'est comme ça. Sécurité 8, 9, bon là c'est normal, Swift c'est le système mondial, c'est normal qu'il soit bien sécurisé, et on voit que Ripple encore plus sécurisé. Scalabilité 7, 9, donc c'est encore mieux. La Network Reach 10, 6, alors en fait Network Reach c'est en fait ce qui atteint... c'est parce que pour l'instant Swift est implanté depuis très longtemps, donc c'est logique qu'ils aient une note au-dessus. En plus, Ripple est en procès, donc c'est normal que pour l'instant il n'y a pas une adoption, massive. Donc c'est logique, mais à mon avis ça s'inversera par la suite. Compliance 9 et là 7, c'est logique, il n'y a pas encore de réglementation sur la crypto, donc c'est logique que Ripple n'ait que 7. Et encore, c'est l'un des cryptos les plus compliance. Liquidité 5, 9, donc là ça explose. Transparency 7, transparence 7, 8. Je mettrais même plus, mais bon bref. Futur potentiel 8, 9. Donc on voit que la note là c'est 7.2 et 8.3. Voilà. Donc après je ne vais pas tout lire, mais en fait il vous met en fait un comparatif. Et encore je trouve qu'il est quand même assez sympa avec Swift. Alors l'activité, une activité de plus de 150 millions de tokens avec des baleines, ça bouge, effectivement, ça bouge, bah, c'est normal. C'est parce qu'on est bientôt à la fin. Pour l'instant, la SEC n'a pas fait encore appel et on peut se retrouver à la fin du procès et ça peut vraiment bouger au niveau du prix. On continue, alors là, c'est un petit aparté, toujours sur le XRP, mais j'ai fait quelques recherches sur en fait des investisseurs et on voit ici cette personne qui s'appelle Jeremy Liu et qui a en fait investi sur Ripple assez massivement.
Et en fait, il fait partie de Seagate Technology Holding, qui est une compagnie en fait dans les data et dans les disques durs. Et là, on va voir, c'est un vieil article, hein. Et donc, Jeremy Liu, et c'est le PDG de Lightspeed. Et Ripple fournit des solutions de règlement financier mondial pour permettre au monde d'échanger de la valeur comme il échange déjà des informations donnant lieu à l'internet de la value. Et là, on voit ici, on voit Jeremy Liu associé Lightspeed. Donc là, c'est des fonds en 2012. Il a donc investi assez massivement dans Ripple. Voilà. Et alors, j'avais donc trouvé un article. Seagate Technology peut posséder plus de 4% de Ripple. Alors c'est vieux, hein, ça date de 2018. Est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'ils ont revendu? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Je ne pense pas. Logiquement, s'ils y croient, donc ils possèdent déjà plus de 4%. Et Seagate Technology, c'est comme je vous ai dit, c'est une société américaine fondée en 1979 sous le nom de Sugar Technology, est située à Skull Valley en Californie. Seagate développe et produit des disques durs et en est actuellement l'un des principaux constructeurs derrière Western Digital. Donc c'est eux qui sont à la tête des disques durs et qui ont été les inventeurs des premiers disques durs. Voilà, donc c'est assez intéressant quand même de voir qui a investi sur Ripple. Alors là, on a Fruition Productions qui va relâcher un documentaire sur le XRP en novembre. Alors là, c'est pas ce qui va se passer sur Netflix. Là, ça sera un autre documentaire sur Amazon et sur Apple TV. Donc, on sera. Ce qui est marrant quand même, c'est que ça s'aligne tous vers le mois de novembre, c'est-à-dire après la fin du procès. Comme si après la fin du procès, on avait le droit de faire une grosse publicité pour Ripple. La première transaction de la CBDC sur le Ledger XRP a été réalisée au Palau. Voilà, donc ça commence. Il y a même une vidéo où on voit les paiements CBDC au Palau. Un autre article, le nombre moyen de XRP détenus par les titulaires. Et alors, selon l'article, ça s'élève à 12 350 XRP. Alors, ça c'est une moyenne, hein. Je ne pense pas que la moyenne, ça soit... Il y a tellement de baleines que effectivement ça va à la hausse, mais il y a énormément de gens qui n'ont pas beaucoup de XRP, et puis aussi des gens qui ont plusieurs trust lines. Là on voit, le tableau montre plus de 1,3 million de portefeuilles détenant entre 0 et 20 XRP, ce qui représente collectivement un peu plus de 16 millions de XRP. Voilà, même si vous avez 20, 50, c'est pas énorme, et là on a 176 millions. Voilà, donc je pense en tout cas que les baleines font monter énormément, mais qu'il y a peu de retail qui ont énormément de XRP. Moi, je ne suis pas conseiller financier, mais si vous êtes là entre 10 000 et 25 000, je pense que vous êtes très bien. Bon, entre 5 et 10 000, c'est pas mal aussi. Excusez-moi, mais pour ce bull run, c'est peut-être pas suffisant. On continue et on a Newm qui est en partenariat avec JP Morgan. Et en collaboration avec JP Morgan Payment, a surmonté ces défis avec des solutions FX automatisées en temps réel et s'est rapidement étendu au-delà de l'Asie Pacifique, soutenu par l'accès aux rails de paiement mondiaux. Alors pourquoi c'est intéressant? On sait que Newm est un des plus gros partenaires de Ripple, et donc en boule de neige, on peut dire que Morgan va utiliser RippleNet, puisque Newm utilise RippleNet. Donc une très très bonne nouvelle. Alors, un autre article, BlackRock et JP Morgan pour faciliter
1,2 quadrillion sur le XRP Ledger. Alors comme vous le savez avec les marchés des dérivés, donc ça permettra effectivement, puisqu'ils sont maintenant membres de l'ISDA, et donc ça permettra effectivement d'avoir un afflux sur le XRP Ledger. Par contre, ce qui me dérange dans ces articles, c'est que cette personne parle en fait tout le temps du CTF, ce qui est un jeton qui marche pas mal sur le XRP Ledger. Mais en fait, on voit que il suffit de payer pour faire de la publicité pour cet article, pour le CTF, et qui n'a rien à voir en fait, qui n'a rien à voir avec l'article, puisqu'il n'a pas d'utilité pour l'instant par rapport au SDA. Voilà. Donc il y a quand même des articles parfois qu'il faut faire attention, parce que certains sont payés, il suffit de payer pour faire un article. Voilà, c'est comme celui-là, vous voyez, le pundit dit que l'objectif c'est 10 000 $ pour un XRP. Enfin bon, comment vous pouvez mettre ça? C'est des articles, vraiment, c'est juste pour faire du tape à l'œil. C'est comme il y a énormément d'influenceurs qui mettent en titre. C'est comme si moi demain je vais dire, je vais vous parler des prix. Je sais très bien que si je commence à parler des prix du XRP, je vais faire rêver les gens et je vais avoir énormément d'abonnés, mais ça m'intéresse pas, parce que de raconter de la flûte, en fait, à un moment donné, vous allez décevoir les gens et après ils vont plus vous suivre, c'est logique. Je dis pas qu'il n'ira pas à 10 000 $, bien sûr un jour il ira à 10 000 $, mais pas maintenant, c'est du n'importe quoi. Et voilà, donc voilà, je veux même pas lire l'article, parce que déjà ils expliquent pas pourquoi il va aller à 10 000 $, et c'est juste pour faire en fait tout simplement ce que j'appelle de la putaclic. On continue, et là c'est assez intéressant. Il y a eu donc la réunion au Jackson Hole pour marquer le début de la phase des réductions de taux. On voit en photo Christine Lagarde, on voit Jérôme Powell, et je pense que c'est le directeur de la banque japonaise. Et on voit le titre de cette année au symposium est réévaluer l'efficacité et la transmission de la politique monétaire, où le débat se concentrera à sa manière très obscure sur la plomberie du système financier, et en particulier sur la façon dont la liquidité dirigée par les banques traverse l'économie et impacte des facteurs tels que la production industrielle, l'inflation et le comportement des consommateurs. Donc là, moi, ce que j'ai retenu, c'est la plomberie du système financier. À votre avis, quel est le nouveau système financier? Qui gère la plomberie? Quelle est la plomberie? Eh bien, c'est le XRP Ledger. On continue. Et justement, ça c'est un vieil article de 2013 de la Réserve fédérale. Et là, je l'ai traduit en français. La crise financière de 2007-2009 a entraîné des changements importants en cours dans les tuyaux et vannes par lesquels les flux de trésorerie et de risque au centre de notre système financier. Il s'agit notamment d'ajustements en forme de financement par les prêteurs de dernière réservation de la Banque centrale et de modification des infrastructures pour le financement de gros au jour le jour des grandes banques concessionnaires. Et là, regardez bien, introduction. Les faiblesses de la plomberie du système financier qui ont été mises en lumière lors de la crise financière de 2007-2009 ont suscité des réformes en cours. Donc vous comprenez pourquoi le Bitcoin a été inventé en 2008 et ensuite le XRP Ledger. Voilà. Et donc on voit que leur principal souci, c'est justement d'améliorer cette plomberie. Ils vous le disent directement. Alors, il y a eu un transfert de 100 millions de XRP qui soulève des questions. Il y a pas mal d'activités, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au fait qu'il y aura bientôt la fin du procès, sauf s'ils font appel. Alors, là, on a le Ripple Swell 2024 qui va bientôt commencer, et Ripple a dévoilé une gamme impressionnante de conférenciers pour son prochain événement Ripple Swell 2024 en s'appuyant sur les industries de la blockchain, de la fintech et des paiements. Et on va aller voir
Alors, on a Adrienne Harris, qui est département des services financiers de l'État de New York. Sheila Bair, qui est l'ancien président de la FDIC et le président fondateur du Conseil des risques systémiques. On a le directeur général de CME Group, on a le chef de sécurité de Coinbase, on a le responsable mondial de la blockchain et des actifs numériques BBVA. Et il y en a d'autres. En tout cas, il y a effectivement rien que ces trois-là, là, déjà, c'est énorme. On a Grayscale qui liste XRP comme le 5e meilleur performeur avec 6,71% de gains à la semaine encore. Une bonne nouvelle. Voilà, j'ai terminé pour le XRP. Et là, on va juste regarder, il y a un rapport qui a été mis sur les investisseurs pour savoir un petit peu où les institutions en fait investissaient au niveau de tout ce qui était numérique, et on va regarder ce petit PDF, c'est assez intéressant. Voilà, donc déjà ils ont investi dans plus de 80 blockchains unicornes, donc on voit ici toutes les blockchains, bien sûr vous avez Stellar, on a bien sûr dans les exchanges. Et est-ce qu'il y a Ripple? C'est une bonne question. En tout cas, il y a Tether, Cantstamp, je pense qu'il doit y avoir Ripple quelque part. Paxos, Ledger, Lido, je vois pas Ripple, mais peut-être que c'est fait exprès, mais je vois pas Ripple. Mais à mon avis, si Ripple est là, voilà. Alors, on va regarder un petit peu. La finance digitale est inévitable. Alors, traditionnelle finance digitale, insécure. Donc, la finance traditionnelle est insécure et la finance digitale est sécure. Traditionnelle finance concentrée, distribuée. La confiance. La finance digitale amène de la confiance. La digital finance par rapport à la traditionnelle a des coûts moins de coûts pour les finances digitales, plus de rapidité, plus facile en accessibilité, et au niveau de la transparence, c'est opaque pour les finances traditionnelles, et là c'est transparent. C'est vraiment très intéressant ce PDF. Ici on voit les monnaies, donc ça c'est traditionnel, Mastercard, on voit digital, Tether, les commodités, on voit ici Pax, Bitcoin IFC, et là les assets, on voit la tokenisation avec Arcax, Securitize, Onera. Onera je connaissais pas, autant Arcax, Securitize on connaît parce qu'ils sont en partenariat avec Ripple. Voilà. Et là, c'est assez intéressant, on va regarder ça. Le tracker des adoptions des institutions. Et on voit toutes les institutions les plus importantes. Alors bien sûr, c'est souvent des banques. Vous voyez, BNP Paribas, par exemple. On voit dans quoi ils investissent. Et c'est assez intéressant. Je vous laisserai le PDF si ça vous intéresse. Mais vraiment, c'est intéressant. On va regarder aussi quels sont les pays qui ont plus accumulé d'investissement. On voit que c'est les USA en premier, ensuite c'est la Chine, ensuite c'est l'Europe et l'Angleterre, ensuite c'est le Japon. Et là aussi c'est très très intéressant. Le volume, on va regarder. Alors vous voyez là en bas la couleur Fedwire, ACH, Remittance, Visa, PayPal, Stablecoin. Nous, on va se concentrer sur le Stablecoin. Regardez en bleu, ici, la courbe qui n'arrête pas de monter alors que les autres sont assez stables. Voilà. Et une comparaison entre les transactions Stablecoin et les paiements Visa. Donc regardez en 2019, l'écart il est énorme. En 2018-2019, c'est écart. Et là, regardez comment ça se réduit, c'est un truc de fou. À partir de 2022, 2023, il y a une petite baisse, mais il y a une petite baisse aussi des paiements Visa. Et
et donc ça a quand même vachement réduit. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses assez intéressantes. On voit là la tokenisation en liquidité et les prévisions. Regardez, là on a 1,5 trilliard en 2024 pour la tokenisation. Ici, ça va être en 2025 3,1, 2026 5,2, c'est des prévisions, hein, mais 7,6 2027. Alors en 2030, 16,1 trillions. Voilà, je vous laisserai, demandez-moi en commentaire si ce PDF vous intéresse, et c'est vraiment assez intéressant. J'ai fini, on va parler vite fait de Telcoin, qui va mettre à jour en fait au niveau de la gouvernance et des votes. On a Telcoin Autonomous qui présente une mise à jour sur les développements de la plateforme et de l'association Telcoin et les événements à venir. Les sujets clés incluent l'élection inaugurale de l'association Telcoin, les mises à jour du réseau Telcoin, l'expansion de l'équipe, les tests de réseau, les avancées juridiques et organisationnelles et les nouvelles plus générales sur l'écosystème. Il y a aussi une date d'élection qui est le 4 septembre à 4 h de l'après-midi. Alors si vous voulez aussi écouter, vous pouvez aller sur leur Discord et là vous pouvez poser toutes vos questions le 28 août, c'est-à-dire demain à 4 h. On a justement Telcoin qui, il y a un summit qui est le Fort IFN et il y a quand même un programme de FinTech. On a 3900 professionnels, 178 pays, 40 exposants, 12 heures de contenu. Et on a Rajesh Sabari qui est le chef commercial de Telcoin qui parlera à ce summit. Alors, l'ordre du jour, ça c'est le 28 août comme je vous ai dit. Si vous voulez aller sur Discord pour parler, pour poser vos questions, voilà, n'hésitez pas. Vous pourrez parler sur le vocal. Malheureusement, je pense qu'il faut parler anglais. Et j'ai terminé pour Telcoin. Juste XRP Healthcare, le magazine qui est sorti. Ah, il se charge pas là, on va essayer de le refaire. Hop, voilà. Et là, vous pouvez lire tout le magazine. Pareil, si ça vous intéresse, je vous le laisserai en lien. Ce que j'aime bien, en fait, c'est, regardez, on clique, hop, ça s'ouvre comme une page, comme un journal. Clac, hop, vous voyez. Et franchement, c'est facile à lire. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très sympa. Voilà pour XRP Healthcare. J'ai presque terminé, on continue avec juste des nouvelles de Esthétique qui lancent leur premier propriété tokenisée. Elle est disponible uniquement pour les investisseurs accrédités américains et canadiens. Nous sommes ravis de vous proposer un appartement vraiment unique en partenariat avec la plus grande marque immobilière au monde. Voici les principaux détails de cette offre. Alors de toute façon c'est pas très intéressant, nous on peut pas pour l'instant investir dessus. Il y a un lien ici, mais si vous n'êtes pas américain ou canadien ça marche pas. Et en tout cas c'est le premier la première propriété tokenisée sur Aesthetics. On va rester au courant. Et je terminerai par SpaceChain. Comme vous le savez, SpaceChain c'est un investissement sur le long terme. On voit ici tous les partenariats. J'ai déjà fait des vidéos, beaucoup de vidéos. Ils sont membres de l'European de la Commission européenne aérospatiale, et vous voyez un peu aussi tous leurs partenariats. Voilà, et là ils ont fait une petite vidéo, on va regarder, ça dure 1 minute, donc c'est pas long, sur SpaceChain. Je vous rappelle, c'est un petit peu comme SpaceX, c'est-à-dire que c'est ce qui est par rapport à l'espace. Leurs nodes sont dans l'espace. Et au niveau cybersécurité, je trouve ça vraiment très intéressant. On va juste regarder la vidéo. There are not more people talking about the future of payment security. SpaceChain is here to revolutionize the game. Imagine your payment data zooming through space, processed by a server on a satellite orbiting Earth. That's SpaceChain's payment API for you. Innovative and ultra-secure.
Voilà, donc il faut comprendre que c'est par des satellites dans l'espace, mais que c'est relié avec tout simplement un API pour vos paiements. Mais l'avantage, c'est que c'est une galère pour hacker. Et au niveau cybersécurité, c'est vraiment dur pour les hackers d'aller hacker des choses qui sont dans l'espace. Secure. Why is it so secure? The Space Node is physically isolated from earthly cyber attacks and tampering. Plus, advanced encryption ensures your data stays unreadable if intercepted. Data travels via secure satellite links, making it super hard to hack. And your transactions? They're processed and validated in space, completely out of reach from terrestrial threats. For banks and companies that prioritize security, SpaceChain offers a rock-solid payment gateway. Whether it's cybercrime hotspots or areas with strict data laws, SpaceChain's got your back. So, ready to take your payment security to the next level? SpaceChain. Voilà, pour moi c'est l'avenir. Bien sûr, c'est quelque chose sur le long terme. C'est pas un investissement qui va vous faire gagner beaucoup de sous. Je pense même au prochain bull run. Mais je pense que par contre, pour un environnement, allez, aux horizons 2030, je pense que ça va de toute façon, ça va s'accélérer, tout ce qui est lié aux satellites. On le voit déjà avec Elon Musk. Voilà. Eh bien, j'ai terminé. On va passer à la petite minute complotiste. Alors, comme vous le savez, Pavel Durov a été arrêté en France avec énormément de chefs d'accusation. Il y a pas mal de théories. On sait juste que le président français a utilisé Telegram il y a pas mal de temps. Et peut-être peut-être que Pavel Durov a des informations. C'est pour ça, c'est possible. Maintenant, il y a une chose qui est bizarre, c'est que, on va essayer de le traduire, c'est que Pavel Durov, alors il est aussi, c'est le fondateur de VK, je ne sais pas si vous savez, en tout cas c'est aussi, et regardez bien, Pavel Durov, alors je ne sais pas si vous connaissez dans le Forum économique mondial les Young Leaders, et donc dans les Young Leaders, moi j'ai fait des recherches. En 2017, on avait Pavel Durov, fondateur de VK et Telegram, a été mentionné sur le site web du World Economic Forum en tant que Young Global Leader en 2017, mais n'est pas répertorié dans le répertoire officiel des membres Young Global Leaders. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, peut-être qu'il a été dans le World Forum économique juste pour soutirer des informations, je ne sais pas. En tout cas, c'est une théorie de ma part, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, et peut-être choper des informations. Et justement, je viens de penser à quelque chose, je vais juste regarder par rapport à la chronologie. De voir à quelle date en fait Telegram a été, ça serait intéressant de savoir. Il faudrait que je refasse des recherches pour savoir quand en fait ça a été, quand a été eh bien quand Telegram en fait a commencé, et de voir par rapport à ça si ça a une chronologie juste après, par exemple 2017, ça peut être intéressant en tout cas de voir ça. Voilà, donc mais la minute complotiste était surtout sur ça. Alors ça date d'il y a peu de temps. Départ fermé, pulvérisation aérienne, plusieurs villes américaines en guerre contre un moustique porteur d'un virus mortel. Et là apparemment il y a un taux de mortalité assez important, et il y a plusieurs en fait villes et même États qui sont actuellement en couvre-feu. La localité de Massachusetts aux États-Unis a imposé la fermeture, c'est-à-dire couvre-feu jusqu'au matin, en raison de la propagation d'un moustique porteur du virus de l'encéphalite équine de l'Est, une maladie potentiellement mortelle. Et on voit que ça commence un petit peu à s'accélérer.
Et je vais juste vous montrer quelque chose. Ça, c'est en Colombie. Si vous avez dit à quelqu'un que la technologie Mogul Bigettes possède une ferme de moustiques qui s'étend sur plusieurs hectares autour de Medellín, qui est dans les montagnes en Colombie, il pourrait penser que vous vous moquez. Mais la réalité est que le fondateur de Microsoft fait en effet la promotion d'un projet qui couvre plus de, regardez bien, 30 millions d'insectes par semaine. Mais je comprends même pas. C'est complètement allumé de la tête. Donc en fait, vous avez une production de 30 000 millions d'insectes par semaine. Voilà. Donc comment... enfin bref. Et j'ai pas fini. C'est tout simplement sur le site de le YouTube de Bill Gates. On va juste aller regarder cette petite vidéo qui s'appelle Mosquito. Mosquito, c'est-à-dire moustique. C'est la semaine du moustique. C'était il y a 4 ans. Hein. Et quand je dis 4 ans, c'est 4 ans pile. Alors, ce que vous voyez au loin, je pense que vous connaissez tous, c'est ce qu'on appelle en américain The Grim Reaper, c'est-à-dire la faucheuse. Voilà la petite publicité. Et on va continuer. On a les responsables de l'État annoncent des plans pour pulvériser des moustiques dans ces sections des comtés de Worcester, Plymouth en raison de l'EEE. Alors ça c'est l'encéphalite, etc. Et donc il y a des couvre-feux maintenant dans plusieurs villes, voire même, je pense que ça va s'accélérer. Et je vais vous dire moi mon avis, c'est tout simplement un test et de toute façon c'est l'agenda. Je vais vous montrer juste après pourquoi, c'est l'agenda en gématrie, mais en gématrie, pardon, je dis toujours gématrie mais c'est gématrie. Et donc ils suivent l'agenda. On voit là, donc ça a été le 16 août que ça a été annoncé les couvre-feux, le 16 août, et on va donc aller sur un petit site de la gématrie. Donc le 16 août, c'est tout simplement, eh bien, on peut le mettre comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, 16 août, c'est le 16-08. Le 0 ne compte pas, ça fait 168. Donc on enlève. Voilà, ça fait 168. Maintenant, on va taper, comme je vous ai montré tout à l'heure, que c'était dans le Massachusetts. Hop. Et qu'est-ce qu'on voit en ordinal? 168, c'est-à-dire le 16 août. On va continuer. Et on a vu tout à l'heure la petite vidéo de Bill Gates. Le titre était Mosquito Week. Alors j'ai peut-être fait une erreur. Mosquito, je pense que c'est ça. Ouais. Voilà, Mosquito Week. En réduction, vous avez 56 et en reverse 151. Donc ce qui est intéressant, c'est le 151 en reverse. Et maintenant, on va taper pandémique, reverse 151. Pandémique, c'est pandémie. On peut continuer. The Great Reset en ordinal 151. Voilà, en fait c'est un agenda et je pense que pour l'instant c'est un test pour voir comment réagit la population par rapport à ces couvre-feux. Voilà, j'ai terminé, j'espère que l'actualité vous a plu et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous souhaite une agréable semaine. À très bientôt, ciao.